Bonsoir à tous et bienvenue sur Appel sur le continent. Les deux situations dont je venais de présenter à l'introduction tout à l'heure valent justement un appel sur le continent. Tout d'abord, on accueille en RCA la France qui a fait des mains et des pieds pour reprendre position dans la MINUSCA à partir de l'Organisation des Nations Unies. Serait-ce les observateurs avertis qu'ils disent en train de préparer un génocide avec l'implantation ou tout au moins le travail sur le terrain de la MINUSCA. Je rappelle que durant tout le mois de janvier, la MINUSCA a pris pratiquement 3 positions majeures dans le pays et parmi ces positions, l'on note justement des tueries, des assassinats qui sont en train de s'opérer et qui veulent être remis sur le dos justement du pouvoir en place et surtout de la Russie qui a fait un bon travail de ratissage et d'éradication des terroristes à près de 80 à 85% dans le pays. Luc Michel, bonsoir et bienvenue. Hubert, bonsoir au plateau, bonsoir à nos téléspectateurs. Évidemment, on parle beaucoup du Mali et du Burkina Faso, et on a moins parlé de la RCA, mais les complots français n'ont pas continué, n'ont pas cessé contre le président Faustin Archange Touadéra. Il y a quasi chaque semaine des infiltrations de mercenaires et de soldats aux frontières notamment du Tchad et de la Centrafrique, et maintenant, on a une affaire qui lie la MINUSCA et qui lie l'armée française. On a le contingent portugais qui est accusé d'avoir introduit dans ses rangs clandestinement des soldats français. Ils sont en train d'agir pour mettre un terme à la démobilisation et au désarmement des milices rebelles de Ali Darassa qui contrôlent la région de Bambari pour relancer la guerre civile. Les informations que vous donnez également de préparation sous un false flag de tentative de génocide afin d'accuser les FACA, les Russes et Faustin Archange Touadéra sont un élément de plus des complots français. Il faut se souvenir de novembre 2021, on avait à ce moment-là mené une vaste opération au Portugal. On avait arrêté de nombreux membres des casques bleus portugais qui se livraient à des trafics d'or et à des trafics de drogue. C'est un contingent corrompu qui est tenu étroitement en main par les Français. C'est tout cela qui constitue un climat détestable contre le président Touadéra. Michel, mais on va rester un instant. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain? Est-ce que ces positions, je note des positions, en fait on pourra revenir, c'est un sujet d'accueil, peut-être on pourra revenir demain sur ce sujet. Je note à partir du 12 janvier dernier, non, du 5 janvier, la MINUSCA qui va en colocation avec justement un certain nombre de forces. Je note le 12 janvier une autre opération de la MINUSCA. Je note finalement jusqu'au 25 janvier la MINUSCA qui prend le terrain alors que pratiquement les rebelles ou au moins les assassinats, les tueries reprennent le terrain. Est-ce que les instructeurs russes ont lâché? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les instructeurs russes n'ont rien lâché du tout. Au contraire, la pacification du pays se poursuit. Il y a une grande opération de pacification, de dialogue national et de désarmement. Et évidemment, ça ne plaît pas à Paris. Ça ne plaît pas aux Nations Unies puisqu'ils perdent leur raison d'être. Les Russes ne sont pas en cause. Ce qui est en cause ici, ce sont les Français et la MINUSCA. On oublie quelque chose, c'est qu'en Centrafrique, la Centrafrique, ce n'est pas un terrain conquis ni pour les FACA, ni pour les instructeurs russes. Il faut une part de travail importante pour pacifier le pays. Mais les troupes françaises et la MINUSCA sont toujours présentes. Ils sont présents avec des armements considérables et des forces considérables. Et évidemment, ils font tout pour pourrir la situation puisqu'ils ne veulent pas de la pacification du pays. Il faut retenir quelque chose, c'est que la Centrafrique, c'est le modèle de ce qu'a réussi la Russie en liaison avec une armée nationale africaine, les FACA en l'occurrence, et que donc pour les Occidentaux, cela reste une des cibles principales. Sans doute, moi je pense, avant même le Mali. Alors Luc Michel n'a pas
terminer, est-ce que on pourra repartir vers Luc Michel qui est en train de montrer dans ce sujet d'accueil justement ces trois positions qui ont été prises au cours de ce mois de janvier par la MINUSCA. J'ai parlé justement du 5 janvier, du 12 janvier et pratiquement vers le 20 janvier, la MINUSCA qui ne cesse de prendre du terrain. Et en prenant du terrain, on constate que c'est des tueries, des assassinats qui, en réalité, reprennent aussi du terrain, alors qu'il y a pratiquement quelque chose comme 5 à 6 mois aujourd'hui, avant la fin du mandat de la MINUSCA qui avait été renouvelé et qui avait été justement placé par l'Organisation des Nations Unies sous l'égide de la France. La France a repris la main forte là-dedans. On notait, tout le monde l'a noté, que la RCA, c'était pratiquement une respiration de paix, une respiration de tranquillité, mais cette fois-ci, les mêmes troubles, les mêmes positions des rebelles sont en train de reprendre sur le terrain, alors que la MINUSCA dit agir et justement vouloir apporter la paix. Et du coup, la plupart des observateurs avertis disent que ce sont des stratégies justement pour revenir au chaos et à l'instabilité, aux troubles, et du coup accuser le président Faustin Archange-Touadéra et notamment les instructeurs russes, et surtout que dans le pays, le discours des officiels français était orienté vers ces mercenaires de Wagner, une fumisterie comme l'ont démontré justement les observateurs aussi avertis, que cette société paramilitaire est une société qui existe naturellement et même logiquement selon les accords de Montreux. Alors, est-ce que Luc Michel est avec nous? Alors, Luc Michel, vous n'avez pas terminé tout à l'heure votre argumentaire. Est-ce que vous pouvez nous continuer à nous rendre compte de cette occupation du terrain de la MINUSCA, mais qui a un paradoxe, c'est-à-dire, pendant que la MINUSCA occupe le terrain, c'est le désordre, les troubles et les tueries qui reviennent? Écoutez Hubert, tout d'abord une remarque, ce n'est pas le groupe Wagner qui n'existe pas, qui est déployé en Centrafrique, mais une firme de sécurité qui s'appelle Sewa Sécurité. Ce sont eux qui encadrent les FACA et qui assurent la sécurité du président Touadéra. Quelle a été l'action des Français de la MINUSCA au cours des 8 dernières années? C'est d'organiser le chaos et d'appliquer une théorie définie aux États-Unis, le choc des civilisations. On a opposé musulmans, chrétiens et populations alors qu'elles ne s'étaient jamais combattues. En 2012, la France a permis à une union avec des islamistes radicaux, la Séléka. La Séléka en Sonko, ça veut dire la base c'est Al-Qaïda en arabe, on comprend mieux ce qui se passe. On a donc permis à ces islamistes de s'emparer de Bangui, et puis on a permis à l'ancien président Bozizé de lever des troupes chrétiennes, les anti-Balaka. Oui, ils ont fait la guerre civile. Les Russes, depuis le début de cette année, ils ont nettoyé le pays, alors que la MINUSCA et les Français avaient remis la totalité du territoire national aux groupes rebelles et aux seigneurs de la guerre, où ils levaient des impôts, prélevaient les taxes et menaient des exactions et des viols contre les populations. Les FACA ont restitué l'autorité de Touadéra sur 85% du territoire national. Il y a encore quelques poches à la frontière du Soudan, à la frontière du Tchad et dans la région de Bambari, justement. Bambari, c'est le fief de Ali Darassa et du général Bozizé. C'est là-bas, évidemment, qui tente, évidemment, de renverser Touadéra. Ils étaient en train d'être neutralisés et désarmés. Ils étaient réduits à quelques opérations terroristes, la pose de mines sur les chemins, les attaques de convois commerciaux. Et grâce à l'action des Français, le désarmement s'est arrêté et on constate que ces groupes ont repris du poil de la bête. Ils attaquent de nouveau les FACA, ils attaquent de nouveau la population. Quand on comprendra que dans toute l'Afrique, la MONUSCO est présente au Congo depuis le milieu des années 90. La MINUSMA est présente au Mali depuis 8 ans. La MINUSCA est présente en Centrafrique depuis maintenant 8 ans. Qu'est-ce que tous ces gens ont fait? Il y a des forces maritimes également pour combattre la piraterie dans le golfe de Guinée. Il n'y a jamais eu autant de pirates, il n'y a jamais eu autant de terroristes, il n'y a jamais eu autant de groupes rebelles et dissidents. Tous ces gens-là
ne sont pas pour assurer la sécurité des populations. Ils sont là pour appliquer ce que les Américains appellent la géostratégie du chaos. La géostratégie du chaos, ce n'est pas une invention de Luc Michel ou d'Afrique Media. Si vous lisez le livre du géopoliticien américain Josh Friedman, c'est le patron de Stratford, l'ancien think tank du Pentagone et du lobby militaro-industriel. Il a écrit un livre qui s'appelle The Next 100 Years, les 100 prochaines années. Le livre est sous-titré Pour un 21e siècle à nouveau américain. Eh bien, Friedman explique ce qu'est la géostratégie du chaos sous des dizaines de pages. Tout d'abord, elle a été mise au point dans la Somalie des années 90 en détruisant l'État somalien. Elle a été redéfinie dans la Libye post-Kadhafi en détruisant l'État libyen. Qu'est-ce que dit Friedman? Il dit, si nous ne sommes plus capables d'assurer la domination militaire classique, assurons le chaos. Et sur ce chaos, nous allons surfer dans le sens du sport maritime, évidemment, et pas d'Internet. Nous allons surfer avec peu de moyens, avec nos firmes de mercenaires, avec nos firmes de sécurité. Et avec ça, nous allons nous assurer le contrôle des anciens territoires coloniaux. Voilà donc ce qu'est la géostratégie du chaos. Voilà ce qui a été mis au point dans 2 scénarios à la libyenne, au Mali et en Centrafrique, après que l'avoir été mise au point en Somalie et en Libye. Merci à vous, Luc Michel. On n'en dira pas plus sur cette situation qui concerne justement la RCA. On va revenir au cours de nos grands débats sur ce qui est comme une reprise. On constate donc, et on peut le dire, que la France avait fait les mains et les pieds pour pouvoir revenir en Centrafrique, avec la MINUSCA, parce que justement elle voulait s'assurer de ce qu'elle va piloter les actions de la MINUSCA sur le terrain pour arriver à marginaliser, tout au moins pour arriver à aller contre le déploiement des FACA qui sont accompagnés par les instructeurs russes, ce qui est tout simplement... Alors, Luc Michel, pour partir définitivement même d'ailleurs de ce sujet, est-ce qu'on peut y faire un lien avec le renouvellement du mandat de la MINUSCA, avec justement ce qui se passe actuellement et le rôle joué par la France, puisque la France a voulu justement que la MINUSCA tombe sous sa direction? Bien entendu, mais il n'y a pas que la France, il y a l'OTAN et il y a les États-Unis. Les gens qui sont aux manettes, ce sont les Américains. C'est l'Africom américain, le commandement américain pour faire la guerre en Afrique. La France est une petite puissance secondaire qui essaye de maintenir ses positions. Mais il y a un lien direct entre ce qui se passe en RCA et ce qui se passe au Mali. Vous avez vu qu'au Mali, depuis plusieurs jours, il y a un bras de fer entre le gouvernement danois, c'est-à-dire une des puissances de l'OTAN sous commandement américain en Europe, mais qui est présente en Afrique, qui a déployé des forces spéciales au Mali en ne prévenant pas le gouvernement de Bamako. Le gouvernement de Bamako exige que ces forces spéciales soient retirées du pays où elles n'ont rien à faire. C'est la tactique habituelle. C'est l'utilisation des forces spéciales. Depuis une dizaine d'années, les Américains ont déployé des forces spéciales et celles de l'OTAN dans toute l'Afrique plutôt que les missions militaires classiques. Il y a actuellement plus de 10 000 membres des forces spéciales américaines. Ils sont présents dans plus de 300 missions en Afrique. Ils sont appuyés par les forces spéciales allemandes qui sont déployées au Mali et au Ghana. Ils sont appuyés par les forces spéciales estoniennes et par les forces spéciales danoises. La caractéristique des forces spéciales de l'OTAN, c'est que ce sont des gens formés par les Américains et sous contrôle des services spéciaux américains et des services et de l'armée américaine et pas des armées européennes. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec la MINUSCA, bien entendu, en Centrafrique. Les Français se sont infiltrés au sein du contingent portugais et ils mènent des opérations de déstabilisation. C'est la même chose que les forces spéciales de l'OTAN, des États-Unis et de la France mènent au Mali. Il est temps qu'on soit inflexible avec ces gens, qu'ils déguerpissent
Il n'y a pas photo. Rappelons que en janvier 2021, la totalité de la Centrafrique était sous le contrôle des groupes rebelles. 6 mois plus tard, 26 semaines plus tard, le territoire est contrôlé par les FACA. Les troupes russes ont les mêmes programmes. Ils ont un programme de 26 semaines pour rétablir la souveraineté de Bamako sur Gao et sur Kidal. Tout cela se déroule en très peu de temps et elle démontre qu'en 8 années, en 20 années, en des dizaines d'années, les casques bleus avec les armées occidentales n'ont fait qu'une chose, entretenir le chaos. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les djihadistes, les terroristes, ce ne sont pas les adversaires de l'Occident. Ce sont des éléments de la machine de guerre occidentale. Les Occidentaux se servent du prétexte du djihadisme, du terrorisme et aussi de la piraterie en Somalie et au golfe de Guinée pour mener leurs ingérences militaires. Je vais vous expliquer, je le répète souvent, mais les Français viennent d'avoir leur 53e mort au Mali. 53 morts en 8 ans, c'est une farce. Dans une période similaire entre 1900 et 1968, lorsque les Américains menaient la guerre du Vietnam, il y a eu presque 100 000 morts au sein des forces américaines. Eh bien, évidemment, avec 53 morts, les Occidentaux démontrent qu'ils sont là-bas pour faire du théâtre, qu'ils ne sont pas là pour vouloir combattre, détruire le terrorisme. Les Russes, eux, ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire dans le Caucase russe, en Libye, face aux mercenaires turcs et aux djihadistes turcs, et surtout en Syrie, aux côtés de l'armée arabe syrienne de Bachar el-Assad. Ce balayage, cette présentation de ce qui se passe sur le terrain, Afrique Média va prendre fait et cause de faire des plateaux, des grands plateaux là-dessus, parce que c'est de manière sournoise que la France est en train de le faire, et puis cela c'est pour mettre la situation sur le dos justement des FACA à un moment donné. On a vécu cette histoire avec le contingent égyptien, ou alors de le mettre sur le dos de la Russie, c'est-à-dire des instructeurs russes, c'est-à-dire que la Russie en réalité n'était là que pour s'aimer entretenir le désordre, alors que c'est la MINUSCA qui est devenue le bras armé donc de la France maintenant sur le terrain. Je rappelle que en un mois tout simplement, cette MINUSCA a pris 3 positions majeures, et dans ces 3 positions majeures tout autour, ce n'est que tuerie et assassinat. On ne sait donc pas qui tue, qui en réalité assassine, pour qu'à un moment donné, on puisse arriver à des rapports qui seront pondus et présentés sur la table de l'Organisation des Nations Unies, devrais-je dire. Alors, est-ce qu'on peut avoir les premiers appelants au standard? Est-ce qu'on peut avoir les premiers appelants au standard? Bien voilà, on va donc faire une jonction avec le Mali. Alors, ce qui s'est joué au sommet de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Union africaine, c'est une tentative de dialogue, une tentative de mise en route du dialogue, on ne va pas dire dialogue, une tentative de mise en route d'un dialogue entre le Mali, les autorités maliennes, le pouvoir de transition, le gouvernement de transition, le président de transition, le Conseil national de transition, et d'ailleurs tout le peuple malien. Je dois rappeler que la manifestation du 14 janvier dernier a fait 2,5 millions de personnes rien qu'à Bamako et dans toutes les autres villes. Et si on fait le décompte, le Mali s'est mobilisé à près de 4,5 millions de personnes, à 6,5 millions de personnes. Et si c'était une élection que la CEDEAO aurait déjà bouclé la bouche depuis, qu'elle ne parlerait plus, le Mali aurait choisi son président justement par cette mobilisation. Alors, cette mobilisation, c'est une mobilisation aussi très importante à la diaspora. Dans toutes les diasporas françaises, en Belgique, aux États-Unis, on peut compter pratiquement 1 million de personnes aussi. Ça fait 6 millions de personnes. L'élection aurait donc été en faveur du pouvoir de transition au Mali, du Conseil national de transition. L'on rappelle que cette mobilisation et cette riposte est venue au lendemain donc d'un conseil des ministres tenu par le président de transition Assimi Goïta. La première résolution de ce conseil des ministres, c'était
une mobilisation générale de tout le peuple malien pour riposter aux sanctions jugées indignes, infâmes, inhumaines de la CEDEAO, tout le peuple, que ce soit à l'intérieur du pays et dans la diaspora. Alors, au lendemain de cela, on a vu la France sortir avec son président qui ne manque pas une sortie et qui sort toujours de manière orgueilleuse et insolente. Il a affirmé que la France soutient les sanctions de la CEDEAO. L'Union européenne est entrée dans la danse et que cela n'a rien donné. Le peuple malien s'est mobilisé et n'est d'ailleurs pas prêt à céder pour une élection qui n'obéirait pas au calendrier décidé selon les assises nationales. Luc Michel, dites-nous un peu quelle est la mouche qui a piqué l'Union africaine de s'inviter maintenant au dialogue alors qu'elle observe cette situation depuis. Écoutez, il y a une immense panique dans tout le camp américano-occidental. En particulier, il y a une panique à Washington et à Paris. Partout où les Africains se soulèvent, ils brandissent aussi des drapeaux russes. Des drapeaux russes ont été arborés en plein Paris devant l'Élysée. Ils ont été arborés à Bruxelles. Ils ont été arborés à Bamako et à Ouagadougou. Ils sont arborés évidemment à Bangui. Tous ces gens ont peur. Il faut rappeler ce qu'est le processus de transition. Au début, c'est un scénario américain pour amener des pouvoirs pro-américains dans les pays africains et arabes. Rappelons-nous que les adversaires de Muammar Kadhafi, c'était le Conseil national de transition. Mais aujourd'hui, on a changé d'ère géopolitique. La toute-puissance des Occidentaux, les missions militaires occidentales qui faisaient la loi en Afrique ou dans le monde arabe, c'est terminé. Les Russes ont inversé le processus. Aujourd'hui, le processus de transition, qu'est-ce que c'est? C'est l'avènement de gouvernements pro-russes et panafricanistes. C'est cela la panique qui règne partout. Immédiatement, les gens de Washington et de Paris et leurs complices de Bruxelles, ils ont mandaté l'Union africaine pour tenter de neutraliser les colonels de Bamako. Ajoutons que le camp occidental lui-même est fracturé. Il y a 48 heures, le vice-amiral allemand qui commandait la marine allemande a pris des positions pro-russes et pour l'annexion de la Crimée par la Russie. Il a été immédiatement limogé. C'est la panique dans les milieux atlantistes à Bruxelles et aux états-majors de l'OTAN. C'est la panique en Afrique. C'est ce que vient de faire l'Union africaine. Elle vient faire le sale boulot des esclaves de maison de Paris et de Washington en Afrique. Dans cette tentative de dialogue, je parlais de la mouche qui a piqué justement l'Union africaine. Les téléspectateurs de part dans le monde viennent de comprendre que cette mouche pratiquement, c'est le bloc occidentalo-américain. Vous venez de le démontrer, c'est-à-dire les États-Unis, la France et d'une certaine manière l'Union européenne. Et comment vous appréciez géopolitiquement le contenu des échanges et surtout le contenu des échanges en examinant le discours du docteur Shogel Kokala Maïga, le Premier ministre de transition que nous allons certainement écouter tout à l'heure. Écoutez, comme je le disais hier en parlant des événements de Ouagadougou, il y a une seule certitude actuellement dans un univers géopolitique qui est mouvementé, qui bouge de semaine en semaine, c'est que la France a définitivement perdu l'Afrique. Pourquoi est-ce que les Russes s'attaquent à la France? Parce que la France, c'est le ventre mou de l'impérialisme occidental. Les États-Unis ou l'Allemagne sont encore en position de puissance. La France est une petite puissance qui est contestée un peu partout. C'est pour ça que les Russes ont frappé au ventre mou de l'impérialisme. C'est cela qu'il faut retenir. Géopolitiquement, évidemment, il ne faut pas donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. L'intervention de la CEDEAO ou de l'Union africaine, c'est simplement les domestiques des Occidentaux qui font le sale boulot qu'ils ont fait pendant 60 ans. Mais aujourd'hui, ils le font en vain. Ils s'agitent, ils s'exécutent, ils crient fort. Mais ce sont des gens qui vont partir vers les poubelles de l'histoire parce qu'ils sont condamnés eux-mêmes par la marche de l'histoire.
Certainement, un appelant nous attend. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Votre contribution dans ces deux sujets. Vous avez suivi à l'accueil la France qui est en train de recommencer son même jeu depuis 1960 de vouloir loger l'État centrafricain dans un trouble permanent et de se présenter les mains propres. Et surtout aussi le Mali, où on ne sait pas quelle mouche a piqué l'Union africaine pour s'avancer décidément ou finalement vers un dialogue alors qu'elle observe la situation depuis. Est-ce que nous sommes avec cet appelant des États-Unis? Est-ce que nous sommes avec cet appelant des États-Unis? Je repose la question. Delphin est avec nous depuis Gitega au Burundi. Delphin, bonsoir et bienvenue. Alors, est-ce que Delphin est avec nous? Alors, Pat Delphin, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du standard. Les appelants sont annoncés, mais pour les avoir à l'antenne, il y a peut-être une bannière et une croix de ce côté-là. Alors là, on va prendre plutôt ou repartir en attendant de prendre l'extrait du docteur Shogel Kokala Maïga qui a justement dans son narratif replacer les choses dans un discours de vérité où les éléments sont des éléments d'ailleurs factuels, des éléments documentés, des éléments constatés par tout le monde, par tous les Maliens et le monde entier. Avant d'aller vers son extrait, Luc Michel, est-ce que vous pensez que l'Union européenne aura quelque chose de valable à faire influencer le dialogue pour peut-être mettre en priorité les positions de la France ou de l'Union européenne ou des États-Unis? Qui sont à la manœuvre actuellement, c'est Paris et Washington. L'Union européenne, ce sont les domestiques des Américains, et en plus, ils sont dans une période actuellement de tension à cause des tensions avec la Russie et parce qu'une part importante de l'Union européenne ne veut pas de la confrontation avec la Russie. En Europe actuellement, il y a des partisans de l'entente avec la Russie, on les appelle les néo-racistes. Ils sont particulièrement puissants en Allemagne, mais également en Belgique. Et il y a les partisans de l'Atlantisme, c'est-à-dire des États-Unis. L'Union européenne, elle a un rôle au sein de l'Empire américain, c'est de contrôler l'Afrique via l'Union africaine. On se rappellera que l'Union africaine, elle est présidée par un certain Félix Tshisekedi. Il a fait toute sa carrière avec son père au service du Quai d'Orsay, au service du ministère des Affaires étrangères belge et surtout de l'Atlantic Council, ce think tank américain qui pilote la politique américaine en Afrique. Félix Tshisekedi, son première visite lorsqu'il a été élu président, ça a été de se rendre aux États-Unis. Il a tenu une série de conférences avec l'Atlantic Council. Il a appelé au retour des multinationales et a liquidé l'héritage de Kabila, notamment le nouveau code minier. Depuis la mort de Muammar Kadhafi, l'Union africaine, elle est entièrement dans les mains de dirigeants pro-occidentaux. À de rares exceptions près, Idriss Déby en son temps, ou Obiang-Nema Massogo, tous les autres, évidemment, ils combattent pour le maintien de la domination occidentale et ils combattent précisément les régimes et les gouvernements
panafricanistes, Abiy Ahmed en Éthiopie par exemple, Omar el-Béchir au Soudan ou les actuels généraux pro-russes, Touadéra, etc. Ou encore Paul Biya au Cameroun. Il ne faut rien attendre de l'Union africaine. L'Union africaine, elle vient ajouter de la confusion et du chaos. Parce que c'est son rôle, justement, entretenir la géostratégie du chaos des Américains et des Français. Très vrai, merci. D'ailleurs, vous maîtrisez ces situations depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui. C'est pratiquement cette théorie du chaos qui voulait reprendre, mais qui, pour, par exemple, le peuple malien, n'aura plus de raison d'être et d'emprise possible parce que la vérité a été dite par Choguel Kokala Maïga face à Moussa Fakir qui, justement, vous le dites, derrière lui a une mouche de l'Union européenne, du bloc occidental américain qui l'a piqué pour venir exercer un dialogue. On va au standard. Je crois que cette fois-ci sera la meilleure. Monsieur Beyene est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'on peut avoir Monsieur Beyene? Alors, Delphin est-il avec nous? Oui, allô, vous me recevez? Vous êtes finalement à l'antenne. C'est comme si il y a une onde un peu négative qui vous saisit, les téléspectateurs, cet après-midi. Delphin, bonsoir et bienvenue. Ok, je vous remercie, mon cher Hubert Etouni. Effectivement, il y a eu un souci tout à l'heure. Je n'ai pas compris. Donc, je vais continuer sur la lancée que j'avais empruntée. Je transmets mes salutations à mon cher aîné Luc Michel, ainsi que Madame Larbaoui, si j'ai bien compris. Donc, je vais mettre de l'eau au moulin déjà déroulé par Luc Michel, et il a raison, en ce sens où même le nouveau chancelier allemand, Monsieur Olaf Scholz, a semblé avoir, passez-moi le terme, le cul entre deux chaises, parce que même si, pour une posture, je dirais, diplomatique, il était d'accord pour mettre un nouveau train de sanctions sur la Russie, il a tout de même averti des risques catastrophiques, surtout d'un point de vue financier, qui viendraient gêner l'Europe ultérieurement. Ceux et celles qui m'ont très bien compris remarquent que je fais allusion ici, tout comme Monsieur Olaf Scholz, au gazoduc Nord Stream 2. Donc il y a une véritable division dans le camp soi-disant démocrate, comme l'a très bien exposé notre ami Luc Michel. J'ajouterais concernant le cas du Mali que Monsieur Choguel Kokala Maïga ainsi que ses homologues doivent tenir bon, parce que le bavardage de ces nègres de maison de l'Union africaine est bien sûr au regard des spécificités de chaque pays semblable à ce que cette même Union africaine avait essayé contre mon Burundi courant 2016. L'État belge donc, et les États-Unis avaient essayé de passer par l'Union africaine pour essayer de nous imposer une force militaire semblable à la MINUSCA ou bien la MINUSMA. Et naturellement, les autorités burundaises de l'époque ont tenu bon. Et aujourd'hui, le Burundi est du moins plus indépendant que la Centrafrique ou le Mali. Donc nous ne pouvons, nous, du côté de Gitega, qu'encourager les autorités maliennes sur la voie qu'elles ont déjà empruntée et de ne pas se laisser impressionner, surtout pas par ce nain géopolitique qu'est l'Élysée. Donc voilà, je vais laisser la parole à d'autres et je vais essayer de suivre le reste de l'émission. Afrique Média, le monde c'est nous. Et Delphin de Gitega, c'est au Burundi. D'ailleurs, Delphin revient toujours sur cette défaite, on peut la dire ici, de la France et surtout les forces occidentales au Burundi. Le feu président Nkurunziza n'avait pas fait des cadeaux à ces derniers. C'est pas d'ailleurs celui qui est là qui fait des cadeaux et non plus le peuple burundais qui n'accepte pas un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs la même réalité aujourd'hui au Mali. Voilà pourquoi l'Union africaine est donc téléguidée par, comme le dit Luc Michel, par la France, l'Union européenne et surtout les États-Unis. Un autre appelant au standard. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Votre contribution nous intéresse. Bonsoir.
bonsoir Afrique Média, bonsoir Rick Michel, bonsoir à tous les journalistes et tous les techniciens au niveau de la télévision Afrique Média. Je voulais bondir un peu sur le problème centrafricain. Je pense que la République centrafricaine a un président et a une constitution. Vous faites passer la loi par l'Assemblée si vous voulez encore que la mission des Nations Unies reste encore sur votre territoire. Si les députés ont voté oui, il reste. S'ils ont voté non, demain matin, la mission prend fin. Au lieu de s'infiltrer par les soldats français et tuer la population, je pense que le président Faustin Touadéra a le plein pouvoir de mettre fin à la mission des Nations Unies à la République centrafricaine. Ça ne négocie pas. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, le rebelle, l'a fait ici en Côte d'Ivoire. La mission de la Côte d'Ivoire devrait prendre fin 2025. Il a mis fin, quand il a pris le pouvoir, il a mis fin à ça. Donc, Touadéra peut mettre fin à la mission des Nations Unies à la République centrafricaine. Sans discuter, passer par l'Assemblée ou bien passer par un référendum demain matin, tout le monde plie bagage. Quand je finis de dire ça, je reviens au Mali. Je voulais dire au président Assimi Goïta, il est militaire. Son gouvernement est militaire. Donc, c'est lui qui choisit les soldats qui sont sols. S'il n'est pas d'accord qu'un groupe de la mission ou bien des forces spéciales à Cuba est sur son territoire et que voit qu'il ne répond plus aux standards de leur accord, demain matin, il peut rentrer. S'il ne rentre pas, la constitution malienne ou bien l'Assemblée nationale malienne ou bien la population malienne les déclare rebelles et on va les combattre. C'est comme ça. Ça pour ça, un coup de paye. Les Africains ne peuvent plus mourir pour que l'Occident vive bien. Mais il faut libérer les sujets, un coup de paye, pour les Africains maintenant. Parce que ce qui se fait, c'est que les Européens et l'Occident sont aux Africains. Est-ce qu'on le fait, on fait au monde arabe? Pourquoi on ne fait pas ça aux Arabes? Parce que les Arabes sont capables d'aller mettre les bombes partout. Donc ils ont fait. Je pense que cette méthode-là, les Africains doivent apprendre ça. Donc je voulais dire au président Assimi Goïta, il prend ses responsabilités. Son négociation, il attend de faire avec la CEDEAO. Je ne suis pas d'accord avec ça. La CEDEAO a dit qu'il sanctionne le Mali, si ça reste comme ça. On va voir entre la CEDEAO et le Mali qui va mourir de faim. Parce que je pense que le Mali paye en Côte d'Ivoire, le Mali paye de partout. Et si le Mali ne vient plus ici en Côte d'Ivoire, et que le Mali va en Guinée, il va en Mauritanie, il va en Algérie, on va voir qui va perdre l'argent. Donc je ne suis pas d'accord de l'arrivée de Moussa Faki au Mali et négocier avec le gouvernement malien. Je ne suis pas d'accord. Je voulais dire au Premier ministre malien que je ne suis pas d'accord de l'arrivée de l'Union africaine au Mali. L'Union africaine a sanctionné le Mali. Si ça reste comme ça, chacun n'a qu'à vivre chez lui. L'Union africaine n'agit pas au nom de la population. La CEDEAO n'agit pas au nom de la population. Nous, la population, on a déclaré notre victoire, notre faveur à travers le gouvernement malien. Nous allons soutenir le peuple malien et le gouvernement malien et le président Assimi Goïta. Nous ne sommes pas d'accord avec l'arrivée de la CEDEAO et de l'Union africaine au Mali. C'est ce que je voulais dire ce soir-là. Je voulais dire au président Assimi Goïta de prendre ses responsabilités, de faire passer la force Takuba au Mali. Tous ceux qui sont au Mali n'ont pas été considérés désormais par l'Assemblée nationale comme des rebelles. Et c'est clair. Merci beaucoup. Cher ami, depuis les États-Unis, je rappelle que cette initiative du dialogue entre l'Union africaine et le gouvernement de transition malien a justement encore fait augmenter d'un cran la colère des Africains, car beaucoup, en réalité, se posent et se situent dans votre même posture, se demandent où est l'Union africaine depuis, alors que le Mali vivait cette situation, ces désagréments, ces troubles. Près de 20 000 personnes tuées, près des maisons rasées, 80% du pays qui était dans l'instabilité, dans l'insécurité, entre les mains du djihadisme, les forces, les FAMA dépossédées des outils, justement par les détournements de fonds qui ont eu lieu dans le pays, c'est-à-dire que les ministres acquis justement à la cause française ont détourné les fonds, des milliards et des milliards de francs CFA, ce qui a fait en sorte que tout ce qui devait être alloué au FAMA a été justement mis dans les poches des individus, laissant ainsi l'armée sans moyens, non seulement l'armée sans moyens, mais un pays divisé où un président de la République française
2016 a atterri un jour à Gao, invitant le président en place. Tout ça, c'est pratiquement pour les Africains des choses inacceptables et des humiliations. Alors, on va peut-être prendre ce dernier appelant au standard et écouter justement après le docteur Choguel Kokala Maïga qui n'a pas sa langue dans la poche. Chère madame, bonsoir et bienvenue. Votre contribution nous intéresse. Bonsoir, je salue tout le monde. Je salue tout le monde sur le plateau, monsieur Michel, monsieur Hubert Itundi, et tous les panélistes et tous les gens qui appellent l'Afrique, c'est nous. Je salue tout le monde. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, que la canne se passe bien. Voilà. Je voulais dire que il ne faut plus permettre aux gens, à ces gens de venir faire n'importe quoi. C'est la réciprocité comme Assimi Goïta. Il faut appliquer la réciprocité. Et puis interdire les munishments, les MINUSCA, les MINUSNUS. Il faut interdire tout ça. Ça ne va pas. On connaît déjà l'ennemi. Si vous connaissez votre ennemi, vous savez comment vous armer. Il ne faut plus lui permettre. Vous savez qu'il est sournois. Vous savez qu'il comment on dit, il agit de nuit. Il agit de façon cachée. C'est un menteur. Vous savez l'origine de tous les problèmes de l'Afrique. L'origine de tous les problèmes du noir. L'origine de toute notre détestation. Vous savez, nous savons. Nous sommes les Noirs, les premiers fils de Dieu. Hein? Le Dieu avec tous ses pouvoirs. C'est pour ça qu'on nous déteste. Il suffit de dire que je ne veux plus. Et puis ce sera comme ça, ce sera ainsi fait. Pas autrement. Pourquoi ils ont laissé 20% des places en Centrafrique? Il faut reprolonger le programme des Russes en Centrafrique. Merci. Le monde, c'est nous. Au revoir. Avec le ton, c'est pas un grand format cette édition. On va donc aller écouter et regarder le docteur Choguel Kokala Maïga et naturellement Luc Michel, on reviendra. Non, Linda Labahu venait de nous rejoindre, alors on va donner une parole en 1-2 minutes à cette dame. Madame, bonsoir et bienvenue. Excusez mon retard. Hein. Bonsoir. Ben écoutez, l'Union africaine ne peut rien pour le Mali. Et ne peut rien contre le Mali. Le Mali a pris une décision. D'ailleurs, là, on va écouter le docteur Choguel Maïga et les gens vont comprendre que cet homme-là est droit aussi dans ses bottes, tout comme monsieur Assimi Goïta. L'Union africaine, quand il s'agit de défendre les Africains, l'Union africaine ne bouge pas. Quand il s'agit de défendre les intérêts du néocolonialisme, ils sont là. Donc, il y a un vrai souci avec l'Union africaine et encore une fois, tout ce que l'Occident a fait, il l'a fait pour lui. L'Union africaine, la CEDEAO ou le clan des anglophones, le Commonwealth, ça ne peut pas nous servir. Le jour où l'Africain comprendra ça, il aura tout compris. Voilà, je ne parle pas des peuples. Les peuples ont compris. C'est ceux qui gouvernent qui n'ont rien compris. Voilà. Non, on prend une dame qui nous appelle depuis Paris. Alice Kwasi, exceptionnellement. Madame, bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir Hubert Itundi. Bonsoir tout le monde. On regarde la Coupe d'Afrique avec un œil, on suit Afrique Média avec un œil. Donc, le problème, c'est que l'armée danoise qui est allée s'installer en brie sur le sol malien, mais qu'est-ce que le peuple malien attend pour rester dans la rue jusqu'à ce que tous ces gens-là sortent de leur pays? Parce que normalement, ils n'ont pas le droit. Donc, le peuple malien, je pense qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans leur pays. Il faut qu'ils soient dans la rue, comme ils l'ont fait la fois dernière, en démonstration de force. Tant que ces gens-là ne sont pas partis, vous ne rentrez pas dans votre maison.
Vous ne tuez personne, mais vous êtes dans la rue, vous demandez à ce qu'ils partent. Soutenez votre président. Restez dans la rue jusqu'à ce que tous ces gens-là quittent votre pays, c'est tout. Parce que la diplomatie ne comprenne pas. La loi elle est faite pour eux, mais la loi n'est pas faite pour les Africains. Donc si on veut se baser sur les lois, la résolution de l'ONU, tous ces gens, ils comprendront rien. C'est rester dans la rue, la démonstration de force. Et tant qu'ils ne sont pas partis, vous êtes toujours dans la rue. Et vous escandez de quitter votre pays. Pour finir, ils auront honte, le monde entier va les regarder, ils vont partir. Parce que c'est pas possible. Le président, il parle, ils ne comprennent pas. Le premier ministre, il est fatigué de parler, personne ne comprend. La seule personne qui peut basculer les choses, c'est le peuple. Donc voilà, c'est quand même pénible, quoi. Eux, ils ne respectent pas l'Afrique. Même un président africain parle, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est entre eux, là, ça marche. Est-ce que ces Danois ou ces autres qui occupent le pays, le Mali, ils peuvent faire ce qu'ils font en Afrique, ils peuvent faire ça en Europe? Est-ce qu'un pays européen peut se lever comme ça avec son armée, aller s'installer dans un autre pays, sans l'autorisation de ce pays? Ça n'existe pas. Mais pourquoi c'est toujours en Afrique qu'il faut se comporter comme ça? C'est comme les Africains sont des animaux, ils n'ont pas le droit de vivre ou de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est quand même aberrant, c'est terrible de voir des trucs pareils. Il faut que les Maliens soutiennent le président qui est en place. Il faut qu'ils commencent encore de ressortir, rester dans la rue. Tant que ces gens ne quittent pas votre territoire, vous restez dans la rue jusqu'à ce qu'ils partent. Même s'il faut taper un mois dehors, restez dehors pendant un mois. Franchement. Bonne soirée. Ciao. Il faut quand même préciser que le pouvoir de transition, le gouvernement a déjà signifié officiellement à l'État danois qu'ils ne doivent plus continuer à rester dans le pays et qu'ils doivent plier bagages car le gouvernement et l'État malien ne reconnaissent pas avoir eu un accord officiel avec les Danois. Donc ils sont là des personnes non grata. On peut les considérer comme des mercenaires et des bandits, c'est-à-dire des voyous qui viennent attenter un État. Directement vers Dr Shogel Kokala Maïga qui s'est adressé à Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, en présence de Idriss Déby Mahamad, le président de la République du Tchad. Et ce monsieur, c'est pratiquement une institution, un livre qui connaît toute la réalité récente malienne et même lointaine et qui a fait comme un cours magistral donné à l'Union africaine sur la situation du Mali actuellement en appelant à la conscience des institutions internationales, naturellement l'Organisation des Nations Unies, certains accords même internationaux qu'il a dû citer. Docteur Shogel Kokala Maïga, on l'écoute, on le regarde, on revient tout de suite. Mesdames et messieurs les membres de la délégation de l'Union africaine, mesdames et messieurs les ministres, je voudrais d'abord, monsieur le Président, vous souhaiter la bienvenue au Mali, chez vous. Comme dans une famille, nous trouverons la voie de l'entente pour que le Mali réoccupe la place que n'aurait jamais dû quitter au sein de la communauté ouest-africaine, la communauté africaine, la communauté internationale, parce que les circonstances de l'histoire nous y ont imposé. Monsieur le Président, je sais que vous êtes venu pour écouter. Vous n'êtes pas venu, tel que je vous connais, comme un donneur de leçons ou un père fouettard. Vous êtes venu nous écouter. Vous êtes venu chercher à comprendre la spécificité de la transition malienne. Comme on dit, un problème bien posé et à moitié résolu. Une maladie bien diagnostiquée et à moitié soignée. Pour comprendre ce qui se passe au Mali et pour avoir une bonne appréciation, une juste appréciation des propositions de chronogramme faites par le gouvernement de transition, il est important de remonter à l'origine de la crise. Vous savez, les transitions
suivant les pays, n'ont pas les mêmes origines, donc n'ont pas les mêmes parcours pour résoudre et finaliser la transition pour retourner à un ordre constitutionnel normal. Il y a des pays où, à cause d'une certaine situation, un chef d'État disparaît. L'objectif de la transition, c'est d'organiser des élections. Parce qu'il n'y a pas d'autre problème posé que la disparition du chef de l'État. Vous avez des pays, à cause d'une certaine gestion, peut-être c'est l'armée qui intervient, pour une raison ou une autre. Soit la constitution est violée, sous le couvert des régimes démocratiquement élus, les constitutions sont violées et une partie des forces armées de sécurité sont utilisées contre la population pour en tuer davantage, pour réduire le peuple au silence. Une partie de la population, l'armée sort, le régime change. Dans ce cas, c'est rétablir les libertés individuelles et collectives, rétablir l'ordre dans le pays et faire en sorte que ce qui a conduit à la chute du régime n'advienne plus. Il y a des pays où c'est un échec de la gestion des questions de sécurité qui amènent peut-être l'armée à sortir des casernes. Au Mali, c'est un cas spécifique. Au Mali, c'est le peuple qui s'est soulevé pendant des mois, en laissant sur le champ de bataille des morts et des blessés à vie. C'est à la suite de cela qu'une aile patriotique de l'armée, pour éviter le chaos dans le pays, a mis fin au désordre qui allait s'installer et à la situation de guerre civile qui menaçait, qui était imminente. Ce n'est pas des officiers qui sont sortis des casernes juste pour venir prendre le pouvoir. La plupart des officiers patriotes qui ont opéré le changement le 18 août 2020 sont des jeunes officiers qui ont fait la moitié de leur vie, de leur carrière sur le théâtre des opérations militaires, depuis 2002 pour certains. De 2002 à 2020, ça fait 18 ans. Tous les problèmes que l'armée malienne a vécu, tous les coups bas, toutes les trahisons, toutes les faiblesses, toutes les humiliations que l'armée a subies sur le terrain, ils l'ont vécu dans leur chair et leur âme. Et donc voir le peuple aller vers la guerre civile, en même temps qu'on se battait contre les terroristes, voir les Maliens entre eux se tuer dans les rues, il fallait arrêter ce chaos. Maintenant, pour acheter des hélicoptères, l'argent est détourné. Pour acheter des avions, l'argent est détourné. Pour acheter des camions citernes pour transporter le carburant, l'eau chez les militaires. Des camions qui coûtent 26 millions, on les facture à 250 millions de francs CFA. Les militaires tombent tous les jours. L'insécurité se répand, des villages entiers sont éliminés. Des femmes sont brûlées, les enfants, et la population est assise. On dit que le régime est démocratiquement élu, donc il doit rester. Donc le peuple dit, je ne veux plus d'un régime incompétent qui ne peut pas assurer la sécurité. Le premier critère de légitimation d'un régime dans notre conception, c'est sa capacité à assurer la sécurité des personnes et des biens. Un régime qui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être légitime. Donc, le premier objectif de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur une bonne partie du territoire, pour qu'un minimum, un maximum de citoyens soient sécurisés pour qu'ils puissent aller aux élections. Aujourd'hui, aucun homme politique, y compris ceux qui demandent de faire les élections en février, aucun homme politique ne peut aller faire une campagne chez lui. On en a fait la meilleure expérience en 2020, le chef de file de l'opposition, notre regretté Soumaïla Cissé, a été en campagne, il a été en ligne. Et donc, s'il s'agissait juste de faire une élection, il n'y a que l'armée qui est sur tout le territoire aujourd'hui. Il suffisait aux militaires de sortir un candidat et le présenter, ils vont le faire élire, mais on aurait résolu quoi? Donc, la sécurité. Deuxième chose, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je viens de vous expliquer comment les fonds de l'armée sont détournés massivement. 20 à 25% du budget d'État sont injectés pour la sécurité. Pas de résultats. L'insécurité s'étend tous les jours. Les Maliens ont les preuves, les citoyens là, qu'il y a eu des détournements massifs.
Ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la vie civile. Vous avez des projets dont les montants sont surfacturés, 50%, 60%. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement au niveau de l'armée, c'est au niveau de la vie civile. Des projets routiers qu'on facture à 22 milliards de francs CFA. Nous venons, nous les auditons, ça redescend à 12 milliards. Des montages qui sont faits pour pomper l'argent amené dans des comptes offshore. Ça revient sur des comptes des dirigeants, des responsables politiques. On a la liste aujourd'hui. Donc le peuple dit la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons des disparitions forcées, des journalistes disparus, on ne sait pas où ils sont enterrés. Le peuple dit on n'est plus d'accord. Le peuple sort pour manifester. On tire sur la population. Pas dans la rue, devant des mosquées. Des populations vont se réfugier dans les mosquées. On va tirer sur elles pendant 3 jours. Avec plusieurs morts. Toutes ces règles sont violées parce que notre peuple est à terre aujourd'hui. On veut nous humilier. On veut déstabiliser les institutions de la transition. C'est ce choc-là qui a motivé la grande manifestation patriotique du 14 janvier, qui ne s'est jamais passée dans l'histoire du Mali. Les estimations, je les ai eues ce matin des services de sécurité. Plus de 7 millions, près de 4 millions de Maliens ont manifesté le même jour sur l'ensemble du territoire. Aucun président élu n'a jamais mobilisé plus de 1 700 000, 2 millions. Jamais. Depuis 30 ans qu'on organise les élections. Donc c'est ce sentiment d'injustice. Pour certains Maliens, ils ont été trahis au moment même où ils avaient besoin de l'aide de leurs frères. On vient les achever. C'est ce qui explique ce sentiment de Maliens. Sinon, nous n'allons jamais, aucun dirigeant malien ne va oser nourrir l'intention de quitter les institutions sous-régionales et africaines. Parce que la vocation de l'État malien, c'est d'être un État pour unir les Africains, non les diviser. C'était important, Monsieur le Président, que je puisse vous expliquer cela et vous dire que notre pays est aujourd'hui dans de très bonnes dispositions. L'Union africaine et son arrivée ici est attendue avec beaucoup d'espoir par les Maliens. La deuxième chose, c'est qu'on nous fait passer pour l'équipe qui veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Il y a même des additions qui ont été faites, 6 ans et demi de transition, pas du tout. La véritable transition a commencé à partir de ce qu'on appelle la rectification de la transition, le 24 mai 2021. Toutes les exigences dont je viens de parler, du peuple, aucune de ces exigences n'a reçu un début de traitement avant le 24 août. À part, il est vrai, dans le domaine de la sécurité. L'actuel président de la transition était vice-président de la transition chargé des questions de défense et de sécurité. Donc des initiatives avaient déjà été prises. En dehors de ça, toutes les autres réformes ont été enclenchées pendant les 7 derniers mois. Aujourd'hui, les dossiers sont dans les mains de la justice. L'impunité, la corruption, beaucoup de dossiers. Et la plupart de ces dossiers, c'est les dossiers qu'on a trouvés. On entend souvent dans les résolutions de la CEDEAO dire qu'on met des hommes politiques en prison. C'est des dossiers qui étaient là depuis des années. On a empêché la justice de travailler. Aucun nouveau dossier n'a été monté par la transition contre quelqu'un. C'est des dossiers qui étaient dans les tiroirs qui ont été remis à la justice, qui aujourd'hui a son indépendance pour travailler. Les bons discours et le réveil va être brutal. Et quand il sera brutal pour le Mali, c'est pour toute l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. Et nous avons dit que Dieu nous en garde, nous ferons tout pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi nous disons à nos frères de la CEDEAO, faites attention. Faites attention, faites attention. À vouloir déstabiliser le gouvernement malien, vous allez déstabiliser l'État malien. En déstabilisant l'État malien, vous allez déstabiliser la sous-région. Vous allez aboutir aux résultats contraires à ce que vous recherchez. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont intérêt dans ça. Donc, Monsieur le Président, nous sommes dans de très bonnes dispositions aujourd'hui. Le calendrier que nous avons présenté, c'est le résultat des assises nationales de la refondation. Notre peuple dans toutes ses composantes
plus que jamais dans son histoire. Plus de 90 000 personnes ont participé au débat. Leurs propos sont transcrits. Ça existe matériellement. On dit entre 6 mois et 10 ans. Non, 10 ans. Et ceux qui ont été 10 ans n'étaient pas nombreux. Donc la majorité dit 5 ans. C'est ce que les assises ont retenu. Le gouvernement dit, je vais vers mes partenaires avec ce que mon peuple a retenu. Parce qu'il était exclu pour nous que le peuple décide de quelque chose et que nous on aille changer ça. Si ce n'est pas le résultat de discussion. Et le président a dit, respect pour nos aînés de la CEDEAO, respect pour nos partenaires. Quand les assises se sont clôturées le 30, nous nous sommes transportés dans le bureau du président. Nous avons travaillé toute la nuit pour que le lendemain, le 31 décembre, comme demandé, le chronogramme soit présenté à la CEDEAO. Les peuples traversent souvent dans l'histoire des épreuves. Depuis bientôt 10 ans, le Mali connaît une crise sécuritaire, fait face à la menace terroriste. Nous le savons. Le Mali, depuis quelque temps, a connu une rupture constitutionnelle. L'objectif de ma mission sur le Premier ministre, c'est de venir vous écouter, de m'informer, de comprendre et de voir avec vous les voies et moyens d'apporter du soutien que le peuple malien est en droit d'attendre de son organisation de l'Union africaine. La CEDEAO, dont vous êtes membre fondateur, est l'une des communautés économiques régionales les plus importantes de l'Union africaine. Nous travaillons, vous le savez parfaitement, selon les principes de la subsidiarité et de la complémentarité. Le Mali, membre fondateur de l'Union africaine, je me répète, connaît les dispositions qui gouvernent un changement non constitutionnel. Ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez, quel qu'en soit le problème, sur lequel je ne porterai pas de jugement de valeur. Et c'est dans cette logique que la CEDEAO était fondée à pouvoir prendre position et que l'Union africaine également. Mais le tout, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, c'est de soutenir et d'accompagner le Mali comme il l'a lui-même décidé et demandé à revenir à un ordre constitutionnel. Je comprends parfaitement les défis multiformes auxquels a fait face et fait face le Mali, qui n'est pas le seul dans le continent africain à faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, des problèmes politiques et institutionnels. Mais peut-être que le problème ici, nul ne sait mieux que vous là où le bas blesse. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons, moins encore des injonctions. Nous sommes venus comprendre. J'étais hier à Accra pour rencontrer le président du Ghana, qui est le président en exercice de la CEDEAO. L'Union africaine a pris part pratiquement à tous les sommets de la CEDEAO sur la question malienne. J'ai constaté dans nos échanges une volonté également, comme la vôtre, plus aguerrie. Je suis optimiste dans les discussions
que j'ai eu avec le comité de suivi que nous avons mis en place, restreint ici, composé de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations unies. J'ai rencontré ce matin M. le Premier ministre avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, les diplomates et les représentants des partenaires ici à Bamako. J'ai constaté que tout le monde cherche une issue heureuse à cette brouille passagère que vous avez appelée avec la CEDEAO. Il le faut. Ce qui nous attend est encore plus grand, plus rude. L'agenda 2063 que nous nous sommes donné en tant que continent est fondé sur les triptyques de l'intégration, de la prospérité et de la paix dans notre continent. Le Sahel aujourd'hui, dont je suis moi-même originaire, depuis une dizaine d'années, fait face à un défi énorme, la lutte contre le terrorisme. Je sillonne le continent, ce sentiment est partagé par tout le monde. Par tout le monde. Donc vivement, Monsieur le Premier ministre, que cette très bonne disposition des autorités de la transition, du peuple malien, de ses frères de la région et du continent, se rencontrer très rapidement, pour lever toutes ces équivoques et nous battre ensemble pour ce qui est essentiel à nos peuples. Et je crois que cela est possible. Alors, pratiquement à la fin de cette édition, Luc Michel, merci à vous, Linda Larbaoui, merci. Certainement, on va se donner rendez-vous demain. Moussa Faki qui dit que tout est possible, mais le Mali reste dans la position de vérité. Il n'y a rien qui peut aller qui peut s'inscrire en dehors des aspirations du peuple qui se sont exprimées et qui ont été proposées lors des assises nationales. Et le cas spécifique de la transition malienne est un cas donc qui nécessairement exige l'obtention de la souveraineté du peuple. Et c'est cela aussi qui est proclamé sur le toit du monde, les normes de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Comment pourrait-on donc passer à côté de ce qui est considéré au Mali comme une démocratie véritablement populaire et unique, spécifique? Voilà une interrogation qui doit faire une objection de la conscience universelle. Madame, salut monsieur, c'était Appel sur le continent, une fois encore à vous. Merci Luc Michel pour votre disponibilité toujours présente. Merci Linda Larbaoui pour votre contribution. Madame, salut monsieur, bonsoir. C'était Appel sur le continent. Tout à l'heure, vous aurez certainement le journal, le grand journal avec Junior Wafo. Et nos émissions se poursuivent en direct sur Afrique Média. Madame, salut monsieur, bonsoir.